Chloé Régent, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, porque la patria libertó. Parole de Pilar, Como establece la segunda declaración de La Habana, de Simone Amin. pueblo de América Latina es Un feuilleton en 15 épisodes. una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Troisième épisode. L'histoire du grand banditisme des 25 dernières années fut marquée par 2 épisodes particulièrement rocambolesques qui laissèrent de profondes traces dans nos esprits. Le premier nous frappa il y a 16 ans. Ce fut l'enlèvement du président de la plus grande société pétrolière de l'époque. Au terme d'une errance absurde, l'aventure s'acheva de la manière tragique et sanglante que l'on sait. Le second épisode eut lieu quelques mois plus tard. Ce fut le braquage du casino de la Golden Coast, réalisé avec violence et succès par un étonnant trio. Une femme enceinte, un unijambiste et un manchot. Est-il possible d'oublier la surréaliste campagne menée par l'Association nationale des handicapés pour que soit rayée la mention de leur handicap sur les avis de recherche des 2 hommes de la bande? C'est trop long. Trop long. Un assassinat, 2 affaires de banditisme, 3 films à grand spectacle. Tout le monde connaît, personne ne fait le lien. Pourtant, Loya, Roman, Euseb. Moi, j'aimais boire le vin, avaler des saucisses et mordre le cul des filles. Elle a pas de question, là. Ah, je ne parle pas vraiment du cul, bien sûr, mais sous les jupes d'une fille, je ne vois plus la vie de la même façon. C'est comme si... ensoleillé, tu vois? C'est la Caraïbe. C'est pas tout à fait pareil. Il fait chaud, le vin est épais, il y a le rhum. Ici, en Allemagne... Donc, on fonçait. La musique, tonitruante, sortait par les portes et les fenêtres. Du coin de la rue, on l'entendait. Tu vois, comment c'est? Une rue avec des maisons de toutes les couleurs, datant de l'époque coloniale espagnole, décrépies à cause de l'air salé de la mer. Je devais déjà le traîner à cause du bruit, des gens. Il y en avait jusque sur le trottoir. Je peux dire sans problème qu'il était timide. Faut pas vous laisser tromper par les apparences, hein. Certainement, c'est le type le plus costaud que j'ai vu. Plus de 2 mètres, vous savez. Il n'y en a pas tant que ça. Et avec des mains, comme des gigots. Et je dis vraiment des gigots. 3 kilos chacune. Au bas mot. Bon, donc, c'était plein de musique. Tu entres, tout le monde danse, dans le salon et dans la cour derrière. Moi, je danse, hein. Évidemment, je suis un bon danseur. Les filles, dans les bras. Du regard. Je cherche celle que je dois lui présenter et en même temps, je le perds pas de vue. C'est pas bien difficile. D'un côté, il est grand, hein. Toujours sa tête qui dépasse. Hein. De l'autre, il est toujours à la même place. Adossé à une colonne du patio. Tu le vois qui s'enfile des verres de rhum et des cigarettes pour être à l'aise. Mais il est très mal à l'aise. Gauche. Trop grand. Et toujours la bouteille qui pèse dans sa poche. Et c'est moi qui ai fait danser la fille. Hein. C'est moi qui l'ai emmenée dans la chambre, d'un appartement qui donnait sur la cour. La fille,
Elle était déroulée comme tout en longueur sur un vieux fauteuil tout usé. Je me rappelle les trous dans la toile et le bruit de la fête. Stop. À la tête plongée entre ses cuisses. Ça te dérange pas que je parle de ça, hein? Je tenais sa taille et son corps se cabrait. Je sentais, je voyais son ventre, sa poitrine un peu plus haut. Elle me tenait mes cheveux, tirait un peu, et ça te gêne. Oh! Je pense qu'au sexe. Tu m'enlèves le sexe, tu enlèves un grand bout. Jamais tu m'enlèves le sexe. Ce sont des baisers tendres. Je l'ai laissé un instant, avec une caresse. De la coursive, j'ai fait signe à Roman, toujours vissé à son pilier. Il a fait semblant de ne pas me voir au début. Je l'ai poussé dans l'obscurité de la chambre. Il avançait accroupi vers le fauteuil. Il a posé sa main sur la cuisse très doucement. Il a avancé. Et moi, j'ai filé. Évidemment. L'histoire nous donnait raison. Nous avions l'absolue certitude que notre monde l'emporterait, que notre mode de vie s'étendrait sans tarder. Et c'est pour cette raison que mission après mission, nous ramenions des devises avec ce but précis, financer la révolution. Seuls les benets pouvaient ne pas y croire. Nous étions les vainqueurs de l'histoire. Sans argent, pas de révolution. Après l'exécution du dictateur, nous avons créé cette section spéciale, le département de devises, DD, dans le but de lutter contre le blocus, de ramener l'argent nécessaire à la révolution. Et toute activité menée dans ce cadre était légitime à nos yeux. Il est inacceptable que la plus grande puissance économique du monde étrangle un pays qui lutte pour son développement. Je reste intimement convaincu, même aujourd'hui, que la fin justifie les moyens. C'est absurde de penser le contraire. Si on se bat pour quelque chose, il est criminel de ne pas se donner les moyens nécessaires pour l'atteindre. De quel droit me serais-je permise de prendre le moindre risque de ne pas atteindre mes objectifs? La fin justifie les moyens, toujours. L'interrogation porte plutôt... oui, sur la justesse de la fin. Il y a 20 ans, nous étions tous convaincus que nous allions changer la société, le monde, que nous faisions naître un monde plus juste. Il ne pouvait en être autrement. Nous étions tirés par une utopie qui était à portée de main. Enfin, il était possible de dénouer les chevaux d'infélicité qui étouffaient le cône sud. Les sacrifices d'innocents ne pesaient d'aucun poids face à ce dessein. Car lorsque je franchis pour la première fois la porte de ma cellule, l'euphorie de la victoire exudait par chacun des pores de ma peau. La porte métallique claqua avec un bruit mat qui tonna comme le rire de Barberousse. Ce rire dont suintaient entre les bruits de grelots des mots humides et chauds. Je n'ai pas trahi. Je suis condamné à mort. Je suis un simple truand. Mes pieds entravés, mes poignets serrés, l'un contre l'autre criaient à l'unisson. Je suis muet, mutisme, mutité. J'enculais les ennemis de la révolution. Je sentais déjà la barbe qui poussait sous la peau de mon menton, mes yeux qui se fermaient et s'abîmaient dans la pénombre de la veilleuse, sertis au-dessus du couchage. Le rire, la patrie ou la mort faisaient trembler ma chair. Je vous submerge avec mes discours. Je ne vous entraînerai pas plus loin. Je tenais juste à préciser certaines choses. La question n'est pas de savoir si nous sommes des bandits parce que nous agissons comme des bandits. La seule vraie question, celle à laquelle nous avons été confrontés quotidiennement pendant ces années opérationnelles, est d'arriver à ne pas perdre de vue ce but qui nous était fixé.
Lorsqu'on se comporte comme un bandit, lorsqu'on en côtoie, lorsqu'on manipule de l'argent, lorsqu'on est à plusieurs milliers de kilomètres de la Révolution, mais comment ne pas s'épuiser? Comment garder ses motivations intactes? Comment se souvenir qu'on est un soldat de la Révolution? Cela est d'autant plus difficile que, vu du pays, nos missions d'expropriateurs étaient toujours suspectées d'être des activités fractionnelles. Il eût sans doute fallu alterner les expropriations et les actions de guérilla. Et ce ne fut pas le cas. Nous ne devenions pas des bandits, mais chaque jour nous avions peur de le devenir. Cela vous convient-il comme angle d'attaque? Oui. Cela me convient parfaitement, Madame Loya. C'est sans doute pour toutes ces raisons que je les ai choisis. Ce vent chaud et sonore sculptait la barbe monumentale, les poils drus et épais vibrillonnaient au rythme des spasmes joyeux, prenant position comme une armée de soldats rouges et érectiles. Barberousse riait. Tant ce jour-là, et pourtant mes tripes faisaient des nœuds de colère. J'avais 17 ans et la foi, 17 ans passés à glisser et à rugir dans la peau d'un pupille de la nation. J'avais croisé les yeux doux de la femme vipère, mordue en un baiser incestueux, perdue dans ses yeux de reptile. Ne te dis point la vérité. Ce sont ses seins, ses fesses, son sexe caché sous l'uniforme militaire qui te dressèrent. Je n'avais pas besoin de me dresser. Ma taille a toujours été celle d'un géant. Seule Barberousse me dépassait d'une tête et j'ai posé la mienne sur sa poitrine. Il était là, le baiser retors. Mais avec Barberousse, nous avions déjà évoqué la création du département de Vise. Je tenais à garder la même équipe, et c'est pour cette raison que ces critères de sélection ne quittaient pas mon esprit. C'est étrange, hein? Mais cette première affectation m'avait été attribuée comme une forme de récompense pour mes faits d'armes, pour mon rôle dans la chute du régime, comme si le fait de pouvoir donner la chasse à cet homme que nous avions détrôné et mis en fuite devait m'apporter une satisfaction personnelle. Sans aucun doute, les passages à l'action clandestine étaient considérés comme une promotion. Je savais déjà, quant à moi, que c'était un cadeau vénéneux. D'autres raisons avaient poussé Barberousse à me confier cette tâche. Il fallait que cette opération soit totalement dissociée de tout service, même clandestin, qui eût permis de remonter à la source. Je m'étais déjà illustrée dans ce domaine. Une partie du financement de la guérilla avait été rassemblée par mes soins. J'avais fabriqué à l'époque de la fausse monnaie, des faux dollars au Mexique. Avec les reculs, il m'apparaît certain que c'était une erreur, même si l'opération était particulièrement bien cloisonnée. Les gringos sont très tatillons avec leurs billets verts. La loi est plus sévère pour les faux monnayaires que pour les assassins. Et voilà, il a épousé la fille. Bon, pas tout de suite, hein, mais assez vite. Avec le rhum, les coups de fusil, la descente de l'escalier de la mairie, elle dans ses bras. Ouais, comme ça, épousé alors qu'on était encore à l'école. Amoureux. Il a quitté le dortoir, il avait droit à une petite chambre avec sa femme, quoi. Elle était assez marrante. Je la connaissais. Qu'est-ce que tu veux? Le Turc. L'orchestre est arrivé, ils doivent répéter. 5 minutes, c'est bon, hein? C'est bon pour aujourd'hui, non? On peut reprendre demain, hein? Il n'y a qu'à se retrouver un peu plus tôt. Oui, demain. Pourquoi il vous appelle le Turc? En Allemagne, dès que t'es un peu foncé, bon, pas noir, hein, basané, il te traite de Turc. Tu lis pas assez? C'est comme dans le livre de Sepulveda. Un non torero. Le personnage principal est chilien, videur dans une boîte de nuit en Allemagne. Et tous l'appellent le Turc. Eh ben, qu'ils essaient, ces sales connards, hein? Plusieurs fois, 2 fois, on a eu des descentes de fachos ici. S'il y en a un qui m'appelle le Turc, je le tue! J'ai tué déjà, hein? C'est mon métier, si on peut dire.
Ah non, mais lui. Non, mais il m'appelle le Turc pour rire. À cause de ça. Oui, c'est un compatriote. Un asile politique comme moi. Quand je suis arrivé en 95, j'ai eu l'asile très vite. J'ai trouvé des gens, moi je les connaissais pas, mais on s'est retrouvés ensemble. Enfin, c'est con, je sais pas pourquoi. Pas les connards, intello, opposants politiques, hein, les autres, justement. Tu sais, on n'a pas le droit de faire de politique. Mais, c'est pas pour ça, je m'en fous. Moi, j'ai vu comment ça fonctionne. Je sais comment ça marche. Comment les cartes sont biaisées. Je sais surtout que le problème, il est pas là. J'ai pas tué pour la politique. Je suis un bandit comme dans les films. Pourquoi tu l'as tué, lui? Parce que c'était un connard de dictateur, un contre-révolutionnaire de merde. Moi, je suis un aristocrate de l'État nouveau. Oh, ça, c'est des conneries. Je l'ai tué parce que j'étais là, que j'avais une arme, que c'était ma vie. Quand je suis arrivé, c'était facile pour moi. Pour les autres, non. Moi, je parlais déjà allemand, et aussi anglais, français, russe, tout ce qu'on veut. J'avais de l'argent, pas mal. Et puis la boîte de nuit. C'est comme une seconde peau. Les filles, la musique, l'alcool. Alors je les ai pris avec moi, et ils m'appellent le Turc. Mais contrairement à Sepulveda, je suis pas le videur. Je suis le patron. Tu devrais le lire, ce livre. Ouais, j'arrive. Des années durant, j'ai cherché, comme tant d'autres, la balle qui portait mon nom dans les rayures du canon. Elle est jamais venue. C'est une histoire vivante. Barberousse, l'exécution de cette opération était aussi une manière de m'évaluer, déjauger mon équipe dans la perspective de la mise en place du DD. Je les ai choisis. Oui, je les ai choisis parce qu'ils étaient bons. Leurs instructeurs les considéraient comme des enfants terribles. Ils en avaient peur, trop provoquants, trop imprévisibles, trop efficaces. Ils étaient terriblement complémentaires. Sans même s'en rendre compte, Roman modérait Euseb, alors que ce dernier lui apportait la part de témérité qui lui manquait. Roman possédait une force peu commune, et Euseb une précision meurtrière. Les manques de malice des Roman étaient amplement compensés par la ruse déroutante de Zeb. Et par-dessus tout, ces couples désassortis baignaient dans une complicité étrange et irrévocable. Premier départ, remâché pendant toutes ces années, un saut dans l'inconnu qui n'en était pas un. Je connus toujours tout. Photo, consigne, profil droit à gauche, habillé, déshabillé, mission d'importance, patrie, révolution, vengeance, meurtre annoncé. Le tyran cochon ordonnait l'exécution du porc tyran. Le satrape ordonnait la mort du dictateur. L'athée contre le cul béni, le nôtre contre le leur. Tout était-ce l'inverse? Coiffé, soigné, faux papier, et tous ces mots qui sortent du gouffre, qui passent, les vibrions roux et résonnent au creux de mes oreilles. Signature, passeport, lettre de démission du parti. Si vous merdez, on ne vous connaît pas. Parole de pirate de Simone Amino. Chloé Réjean, Loya. Quentin Bayou, Euseb. Marc Bornard, Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirchev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Bruitage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturier. Assistante Alejandra Malca.
Realización: Claude Guerra. De tu querida presencia.